La Géorgie, à l'est de l'Europe. Un petit pays connu pour ses immenses étendues de nature paradisiaque. L'une d'elles se trouve à la limite nord de la chaîne du Petit Caucase. C'est le parc national de Borjomi-Rara-Gaouli. C'est toute la beauté sauvage de la Géorgie qui se dévoile ici. Avec ses forêts intactes, ses gorges verdoyantes et en toile de fond, le Petit Caucase. Baignées par les cours d'eau de montagne, les prairies se parent de milliers de fleurs. Le parc national de Borjomi-Rara-Gaouli est la plus grande zone boisée d'Europe. Natia Mouladze est la directrice du parc national. Aujourd'hui, elle effectue sa ronde pour s'assurer que tout va bien. À la sortie de l'hiver, le travail ne manque pas pour les rangers. Vous vouliez changer quoi sur cette parcelle? Natia et sa collègue, Nino Avetissian, inspectent l'épaisse forêt mixte sous toutes les coutures. Natia veille depuis 20 ans sur le plus grand parc national de Géorgie et elle en connaît le moindre recoin. Je me dévoue à ce travail corps et âme. Ce parc national, c'est toute ma vie. J'y passe énormément de temps. Il fait partie de moi maintenant. Je me sens liée à cette nature. Et je l'aime autant que si c'était mon propre enfant. Le sud de cette zone protégée est dominé par les chênes et les pins. En son cœur, elle abrite une forêt de contes de fées, à la nature quasi intacte. Avec près de 80 000 hectares de forêt primitive, Borjomi constitue depuis 2001 le premier parc national de Géorgie. On entretient ici un patrimoine national. Par ailleurs, on a la possibilité de participer à son aménagement. Beaucoup de choses y sont transmises aux jeunes sur la nature. C'est une façon de sensibiliser notre société à l'environnement. Ici, la forêt mixte s'est développée sans entrave et elle ne connaît pas la sécheresse. La forêt est en assez bon état. Mais bien sûr, elle change, notamment à cause du réchauffement climatique. On le remarque surtout au fait qu'il y a plus de parasites et de maladies. À cela s'ajoutent les dangers extérieurs, notamment l'abattage des arbres ou le braconnage. Depuis que la région est protégée, les menaces sont toutefois moins nombreuses. La forêt est en train de devenir le paradis des randonneurs. 250 km de sentiers ont déjà été balisés au sein du parc national. Au printemps, il convient de les remettre en état. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Ça va. Le travail se passe bien? Ça avance pas mal. Tant mieux. Tout doit être prêt pour le début de la saison. Mais le vrai défi de Natia, c'est d'arriver à s'imposer auprès de ses collègues masculins. C'est parfois compliqué. Mais je travaille ici depuis si longtemps que je les connais tous très bien. Le plus important, c'est qu'ils voient que le travail est accompli et que je prends plaisir à le faire. C'est le meilleur moyen d'être respecté de tous.
La forêt primaire du parc national de Borjomi héberge de nombreuses espèces d'animaux rares. Loups, ours et lynx s'y plaisent particulièrement. Un ours brun a été capturé par un piège photographique. La présence des plantigrades dissuade beaucoup de randonneurs. Les plus gros risques viennent plutôt des gens eux-mêmes. Ils ne respectent pas forcément les règles. Ils s'éloignent des sentiers balisés. Il arrive alors que certains s'égarent dans la forêt alors que la nuit tombe, ou bien qu'ils se perdent dans le brouillard. Tout ça est bien plus dangereux que les animaux. Nous voici dans les montagnes du parc national. À 2000 mètres d'altitude, épicéas et sapins l'emportent sur les autres essences. Et il n'est pas rare de croiser des loups et des ours. Hachiko Beratse est vacher. L'hiver terminé, il part s'installer dans les montagnes où l'attendent les pâtures pour ses bêtes. Les veaux ont besoin de beaucoup d'attention. C'est une période stressante. Je dois être là à la fois pour les veaux et pour les vaches. Je dois avoir l'œil partout pour que tout se passe bien. Ces vaches réintègrent tout de même leur étable tous les soirs. Aujourd'hui, toutefois, l'herbe est plus verte à côté. Hachiko part à la recherche de ses bêtes. La difficulté de son travail a été accrue par l'interdiction d'abattre des arbres dans le parc national. C'est très dur ici dans les montagnes. Il n'y a quasiment plus de pâturage. La forêt envahit tout. Quand les vaches se dispersent dans la forêt, on a beaucoup de mal à les rassembler. Le temps presse. Les vaches doivent être rentrées avant la tombée de la nuit. Je dois les rentrer à temps à l'étable, car il y a beaucoup d'animaux qui rôdent. Les loups sont plus dangereux, mais les ours représentent aussi une menace. Une vache qui reste dehors sera mangée soit par les uns, soit par les autres. Toutes les vaches sont enfin arrivées à bon port. Un petit coup de stress passé totalement inaperçu pour certains. Hachiko possède 40 vaches qui lui assurent son revenu. Il les traite 2 fois par jour. Il veille à répartir équitablement les rations de lait. Il faut dire que les veaux ont un appétit d'ogre. Je laisse du lait pour les veaux dans l'épi des vaches. Je trais une seule mamelle et seulement à moitié. C'est le mieux pour les veaux. Ils n'ont qu'un mois. S'ils boivent plus, ils auront la diarrhée. L'un d'eux est déjà malade. Je dois lui donner des médicaments. Hachiko passe ses étés ici depuis son enfance. C'est une région chère à mon cœur. Je m'y sens chez moi. Plus je vieillis, plus j'aime être dans les montagnes. Si je pouvais, j'y resterais pour toujours. Quand il est ici, sa famille reste dans la vallée. Hachiko passe donc la soirée seule, devant sa cabane, mais rien de tel que ce panorama pour adoucir sa solitude. Au bout d'un moment, mes enfants me manquent. Mais j'ai l'habitude. Et puis parfois, c'est une bonne chose d'être seul. Quand je suis à la maison, c'est de ne pas être ici qui me manque.
Depuis le Moyen Âge, ces forêts sont ouvertes à la chasse. C'est de cette époque que date la forteresse de Pétré. Elle veillait autrefois sur la rivière et les villages alentours. Aujourd'hui, l'ancienne sentinelle marque la limite entre la ville de Borjomi et le parc national. Comme beaucoup de localités géorgiennes, la station thermale de Borjomi a souffert après la chute de l'Union soviétique. Les sanatoriums ont fermé et le chômage a grimpé en flèche. Borjomi, surnommée la Saint-Tropez géorgienne, était autrefois une petite bourgade mondaine. Le tsar y avait ses habitudes. Au centre-ville, on peut encore entrevoir cette splendeur passée. Borjomi est toujours apprécié des touristes, et pas seulement pour ses forêts verdoyantes. Son eau y est pour quelque chose. Dans le parc thermal, jaillit une source censée aider à lutter contre les douleurs d'estomac et les maladies nerveuses. C'est en tout cas ce qui se dit depuis l'époque des tsars. À la gare de Borjomi, la pandémie a plongé le train Kukushka dans un profond sommeil. Le conducteur du train reprend du service après 2 années d'arrêt forcé. Bonjour. Asseyez-vous. Je vais vous examiner. Ça marche. Pour s'assurer que le conducteur est apte au travail, la médecin ne contrôle pas seulement sa pression artérielle, elle vérifie aussi son alcoolémie. Rien de nouveau pour Akaki Machar-Oblidze, conducteur de train depuis 40 ans. Si je ne me sens pas bien, je ne me déplace même pas. Les passagers du train sont sous notre responsabilité, alors on fait très attention à notre santé. Quand je dois conduire, je ne bois rien la veille. Le train Kukushka n'est pas de première jeunesse. La locomotive vient de République tchèque et a été assemblée en 1966. Et les rails ne datent pas non plus d'hier. Il arrive que le train déraille un peu, mais ça ne va pas plus loin et c'est vite réparé. Le problème, c'est surtout les chutes d'arbres quand on est dans la forêt. Et en hiver, c'est la neige et le vent qui nous gênent le plus. Un seul conducteur ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est Ottari Raratourian qui joue les copilotes. Le trajet nous emmène à travers les montagnes. Ça peut être dangereux. Quand un conducteur se trouve mal, il en faut un autre pour prendre le relais. C'est un grand jour. Le train Kukushka est enfin remis sur les rails. Il faut 2h30 au train pour atteindre son terminus. Pas sûr toutefois qu'il arrive au bout après ces longs mois à l'arrêt. Alors un peu de soutien venu d'en haut ne peut pas faire de mal. Le train quitte Borjomi sans dépasser les 15 km/h. Inutile de chercher le premier arrêt dans l'itinéraire officiel. On n'a pas vraiment le droit de s'arrêter ici, mais l'eau de source est tellement bonne. La source jaillit juste au-dessus de la ligne de chemin de fer. Là, nichée entre les rochers, se trouve l'église de Daba. Érigée en 1333, c'est l'une des plus anciennes de Géorgie. Le train Kukushka poursuit sa laborieuse ascension à travers les montagnes. 2h30 de trajet pour 37 km.
C'est un train mythique en Géorgie, connu de tous les enfants. Même les familles de Tbilissi, la capitale, viennent volontiers passer leurs vacances à Borjomi. Ce train est célèbre. On est d'ailleurs venu pour lui. Nous profitons du paysage, du bon air. Et les enfants sont tout contents de pouvoir prendre le train Kukushka. À un tiers du parcours, un pont spectaculaire apparaît, enjambant des gorges. Cet édifice d'acier a été conçu par Gustave Eiffel lui-même. C'est une mosaïque de collines verdoyantes et de prairies fleuries. Coquelicots, pieds d'alouette et fleurs de colza éclaboussent le paysage de taches de couleurs. Une vallée plus loin, au cœur du parc national. Zourab Kakishvili et son petit-fils Nicolas sont venus chercher des pommes de pin vertes. Cette année, la récolte n'est pas bonne, la faute aux pluies trop abondantes. Le réchauffement climatique donne du fil à retordre aux cueilleurs. On se rend bien compte que la météo change. L'hiver n'est plus vraiment un hiver. Avant, on avait toujours de beaux hivers à Borjomi. Mais tout a changé. Un butin trop maigre, ce n'est pas bon pour les affaires. Ces jeunes cônes servent en effet à confectionner un sirop qui sera ensuite commercialisé. Zourab et Nicolas arpentent tous les jours le parc national pour en trouver. Je sais différencier les champignons, les arbres et les plantes de la forêt. C'est mon grand-père qui m'a appris. Je lui enseigne tout, c'est normal. Il faut qu'il sache tout ça quand il sera grand. Quelles plantes on a dans la région, si elles sont comestibles ou pas. La vallée de Borjomi abrite un véritable trésor de diversité végétale. Au printemps, les prairies subalpines sont jonchées de fleurs. Les espèces endémiques côtoient les dactyloris du Caucase et les berbéris. La journée touche à sa fin pour les cueilleurs de pommes de pin. Zourab et Nicolas habitent tout près du parc national. Aujourd'hui, ils rentrent avec 4 kilos de pommes de pin. Ils s'en serviront pour fabriquer leur fameux sirop, qui constitue leur première source de revenus. En Géorgie, le salaire moyen ne dépasse pas 300 €. Zourab et Nicolas doivent se contenter d'encore moins. Les cônes sont recouverts d'eau. On y ajoute ensuite une bonne quantité de sucre. Le sirop obtenu n'en est pas moins excellent pour la santé. Il aide à lutter contre la toux, l'asthme et l'arthrite. Vas-y, verse-le dedans. D'abord la moitié, doucement. Un flacon de sirop de pommes de pin demande de nombreuses heures de travail. Zourab le vend pour 7 laris, soit 2 €. Si on en vend suffisamment, ça nous rapporte un peu d'argent. Mais ces derniers temps, ça a été dur à cause de la pandémie.
Les touristes ne sont pas venus. Il arrive que des Géorgiens achètent notre sirop, mais c'est rare. Zurab doit maintenant remuer longuement jusqu'à ce que le sirop ait réduit. Ses revenus ne lui permettent pas de nourrir sa famille. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est très difficile actuellement, sans compter qu'il y a la guerre pas loin. Dieu seul sait ce qui nous attend. On ne souhaite évidemment que le bonheur pour nos enfants. Non loin, au cœur des forêts du parc national, se trouve le monastère vert. Son clocher du XVe siècle appelle les fidèles pour la messe. La Géorgie est chrétienne depuis des siècles. Aujourd'hui, les 3/4 de la population sont de confession chrétienne orthodoxe. Mais la foi n'y est pas toujours aussi profondément implantée qu'ici. Bedisha Grigolaya vit à la lisière du parc national. Elle s'est installée dans un ancien sanatorium de l'époque soviétique. À 70 ans, Bedisha occupe une pièce avec une salle de bain. Elle a fui l'Abkhazie, comme tous ceux qui habitent ici. Après la chute de l'Union soviétique, une guerre civile a ravagé sa région natale, alors elle s'est réfugiée à Borjomi. À l'époque, l'État a fait de ce bâtiment un centre d'hébergement d'urgence. Une solution provisoire qui dure depuis 30 ans. Lali Goulna a elle aussi dû fuir l'Abkhazie. Elle rend souvent visite à ses voisines. Ensemble, elles se sentent moins seules. Autrefois, l'Abkhazie, territoire situé au bord de la mer Noire, était la région la plus riche du pays. Bedisha a dû tout laisser derrière elle. On avait une maison de 2 étages avec une grande cour et une plantation de mandarines. On produisait jusqu'à 10 000 fruits par an. On avait aussi des animaux. Je travaillais en tant qu'infirmière. On vivait bien, très bien. Et puis la guerre a éclaté. Et tout est allé très vite. Mon frère est arrivé et il a dit « Il faut quitter l'Abkhazie. Ma femme et mes enfants sont déjà dans la voiture. Tu dois partir avec nous. » Mon mari était déjà décédé à l'époque. J'ai pris mon fils, je lui ai mis une couche et je suis partie. Guna Grigolaya a traversé les montagnes de Svaneti à pied avec ses 2 jeunes enfants. On a marché pendant 2 semaines sans manger. On n'avait rien. Parfois, on nous jetait du pain et de la nourriture depuis un hélicoptère.
Mais il n'y en avait pas assez pour tout le monde. En Svaneti, en revanche, on nous a donné des pommes de terre que nous avons pu cuisiner en plein air. Les enfants sont aujourd'hui des adultes qui veillent sur leurs parents. Aucun d'entre eux n'a pu retourner en Abkhazie, occupée par les Russes depuis 2008. Ceux qui vivent ici sont donc des exilés dans leur propre pays. Je ne ressens aucune haine, mais j'aimerais tant retrouver notre patrie. Nous y avons vécu longtemps et elle nous manque beaucoup. Nous aimerions tous y retourner. Je n'ai plus aucun espoir de revoir ma région natale. J'espère que nos enfants auront la chance de vivre ça. Moi, en tout cas, je ne pourrai jamais y retourner. Tragédie et beauté vont souvent de pair en Géorgie. Dans la forêt, la rivière Borjomula mène jusqu'à un lieu très particulier. Au XIXe siècle, la famille impériale de Russie a fait aménager les sources thermales en piscines de plein air. Aujourd'hui, tout le monde peut profiter de l'eau chaude des bains sulfureux. Et quelqu'un veille en permanence à ce que tout se passe bien. Nous sommes très loin de la ville. Il y a une caisse avec de l'argent liquide ici. L'arme, ça permet d'être en sécurité en cas d'urgence. Enfin, en général, quand les Géorgiens en voient une, ils prennent la tangente. Quant à l'eau sulfureuse, elle n'est pas sans danger pour le métabolisme. Ma mère dit que je ne dois pas rester trop longtemps dans l'eau. Mais je viens souvent ici avec mes amis. On aide certains copains à apprendre à nager. On s'amuse bien. On va sûrement passer tout l'été ici. Les dernières neiges sont en train de fondre dans les montagnes qui dominent le parc national. À cette altitude, les hivers sont longs et rudes. Le village de Tabatskouri est coupé du reste du monde. Il se compose d'un lac de montagne et de quelques maisons. Le tout perché à 2000 mètres d'altitude. Ses habitants s'efforcent de gagner leur vie grâce à l'élevage bovin, à l'agriculture et à la pêche à la faveur de l'été. Il n'y a pas grand-chose à faire pour les quelques 200 familles installées ici. Irina a toujours vécu à Tabatskouri. Son village compte une école, mais les distractions sont rares pour une jeune fille de 16 ans.
J'aide ma mère dans toutes ses tâches. Par exemple, récolter les pommes de terre ou entretenir le potager. Il y a toujours de quoi s'occuper. Le plus souvent, je reste à la maison, car il n'y a pas de divertissement pour les jeunes. Il n'y a ni café, ni parc où je pourrais aller. Alors, je passe pas mal de temps sur mon téléphone ou devant la télé. Les habitants de Tabatskouri sont en grande partie d'origine arménienne. C'est le cas de Venera, la mère d'Irina, qui cultive des légumes pour nourrir sa famille. C'est dur de vivre dans ce village. Il n'y a pas de travail. On ne peut pas gagner d'argent ici. Et sans argent, on ne peut rien acheter. Par chance, mon mari trouve parfois du travail en ville. Quand il rentre, il nous rapporte toujours quelque chose à manger. Salut maman. Bonjour ma chérie. Tu prépares à manger? Oui. Je peux t'aider? Non merci, je m'en occupe. Ouais, alors je rentre. Très bien. Une fois son diplôme en poche, Irina devra quitter le village. Car à Tabatskouri, aucun avenir ne l'attend. J'ai encore 2 années d'école devant moi. Ensuite, ce sera totalement différent. Je n'irai plus en cours. Les cloches de l'école ne sonneront plus pour moi. Tous mes amis seront partis. Pour l'instant, la vie est encore très agréable. Le lac de Tabatskouri est d'origine volcanique. Il s'agit du second plus grand lac de Géorgie avec une profondeur de 40 mètres. Un endroit qu'Irina affectionne particulièrement. C'est le lac qui me manquera le plus. J'ai tellement de souvenirs d'enfance dans ce village. Même les gens qui font des messes basses et qui disent des méchancetés sur les autres me manqueront. Mais en partant, plus de chances s'offriront à moi. Je pourrais faire des études, trouver une meilleure école. Là, j'aurai des occasions de me perfectionner. Le train Kukushka serpente toujours à travers les collines. Il lui faut 1 heure pour atteindre son premier arrêt. À la gare de Tsemi, le temps semble être figé. Pendant 2 ans, le train est lui aussi resté à l'arrêt. Isolda Sarkissiani habite toujours au bord de la ligne de chemin de fer. Ce train fait partie de notre vie. On était toujours heureux de le voir arriver. Depuis qu'il ne roule plus, le village est comme sourd et muet. Toute la joie semble l'avoir quitté. Le Kukushka est le plus bel emblème de notre région.
Le père et les frères d'Isolda travaillaient déjà pour le train. Il a nourri toute sa famille, comme tant d'autres dans la région. Le trajet se poursuit dans un cadre enchanteur. Pour Akaki, le conducteur, c'est l'occasion de se remémorer l'âge d'or de la région. On a fait plaisir à tellement d'enfants. Autrefois, tout le monde se tenait sur le quai. On nous attendait, on nous faisait signe de la main. Les mamans disaient à leurs enfants, si tu finis ton assiette, tu auras le droit de monter dans le train. Aujourd'hui, le train n'est plus rentable et rares sont ceux qui l'empruntent encore. Mais tous s'inquiètent pour son avenir. Il ne faut surtout pas que ce train soit mis au rencard. Il est tellement important pour les gens d'ici. L'essence coûte cher, tout le monde n'a pas de voiture. Pour la plupart des habitants de ces villages, c'est l'unique moyen de transport. Nous avons tous besoin de ce train. Une petite télécabine chemine à travers le parc national, près d'Abastoumani. C'est comme ça que Vaja Koulijanichvili se rend sur son lieu de travail. Il lui faut gravir 1700 mètres. Mais en réalité, il ne s'arrête pas là. Vaja dirige le premier observatoire d'astrophysique d'ex-Union soviétique. Et c'est là que réside sa grande fierté, un double télescope solaire. Vaja est astronome. Ce télescope est son outil de travail depuis 50 ans. Le télescope est très lourd à manier. Rien n'est automatisé, je dois tout faire à la main. Là, j'essaie de l'orienter vers le Soleil. Quand le temps est au beau fixe, je peux observer les couches externes de l'atmosphère solaire. Normalement, on ne distingue la chromosphère et la couronne solaire que pendant une éclipse de soleil. Mais avec ça, je peux le faire de manière artificielle. Ce télescope permet à Vaja de capturer la lumière. Il l'analyse ensuite en bas, dans sa chambre noire. À l'aide d'un spectroscope, il peut étudier les propriétés des étoiles et des galaxies. La lumière a besoin de 13 milliards d'années pour nous parvenir. Nous observons donc des phénomènes qui appartiennent déjà au passé. Ces galaxies ne sont plus là. Peut-être que quelque part, quelqu'un suit la formation de notre galaxie. L'astronomie nous permet de nous déplacer dans le temps. C'est ce qui fait qu'elle me fascine à ce point. L'observatoire de montagne a vu le jour en 1932 et avec lui, une cité scientifique modèle à la soviétique. À l'époque, dans les années 1980, l'observatoire était très prospère. On menait une vie formidable ici. Il y avait un cinéma, un théâtre, un restaurant, des commerces et même un bureau de poste. C'était une vraie petite ville. Les employés avaient tout ce qu'il leur fallait sur place. Ils n'avaient aucune raison de s'en éloigner. Jusqu'à 400 personnes ont vécu et travaillé ici. Les scientifiques étaient autrefois considérés comme l'élite du pays. Avec la fin de l'Union soviétique, le glas de l'idylle a sonné pour les habitants de l'observatoire.
Aujourd'hui, les salaires sont bien plus bas. Avec les prix qui augmentent, on ne peut plus vivre du métier de scientifique. On reçoit du soutien du gouvernement, mais malgré ça, on ne trouve personne pour prendre la relève. Les jeunes ne veulent plus travailler dans la recherche. La nuit, quand le ciel est clair, Vaja s'adonne à sa seconde passion, la Lune. Avec son télescope, il peut l'admirer avec un grossissement de 250 fois. Et le ciel nocturne foisonne de tant d'autres secrets. Notre galaxie compte environ 150 milliards d'étoiles. Et en dehors de notre galaxie, il y en a une infinité d'autres. On ne sait pas combien. Même notre galaxie n'a pas encore été totalement étudiée. Jusqu'à présent, on a découvert 200 étoiles avec des conditions similaires à celles de notre système solaire. Je suis sûr qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. Vaja l'astronome a aussi un rêve. J'aimerais beaucoup aller dans l'espace, au moins jusqu'à la Lune. Pour les planètes plus éloignées, ça risque d'être compliqué. Je deviens malheureusement un peu vieux pour ça. Mais sur la Lune, ça, j'aimerais bien. La Lune, immense et fascinante. On peut se demander à quoi bon s'y rendre alors que la Terre recèle autant de merveilles. Comme ici, dans le parc national de Borjomi Rara Gaouli.